Hello les zappers, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un numéro zap, donc c'est parti pour un numéro sur Massacre à la tronçonneuse de Marcus Nispel, le remake qui date de 2003. Comment est né l'un des meilleurs remakes de l'histoire de l'horreur? Lorsque l'on évoque Massacre à la tronçonneuse version 2003, un nom revient immédiatement, Michael Bay. Pourtant, contrairement à une idée reçue, il n'a jamais réalisé le film, son rôle est celui de producteur, et si ce remake est devenu l'un des plus marquants des années 2000, c'est parce que son développement a été bien plus ambitieux qu'un simple remake opportuniste. À la fin des années 90, la franchise est pratiquement morte. Après 4 films dont plusieurs échecs commerciaux, Leatherface semble définitivement appartenir au passé. Les suites se sont progressivement éloignées de l'esprit brutal imaginé par Tobe Hooper en 1974. Certaines sont même devenues presque satiriques au point que beaucoup pensent que la saga ne reviendra jamais. Mais au même moment, Hollywood commence à redécouvrir les grands classiques de l'horreur. Les studios préfèrent miser sur des licences connues plutôt que sur des scénarios originaux. Des films comme La Nuit des Morts Vivants, Le Village des Damnés, Willard ou encore Psychose connaissent leur remake. L'exemple de Psychose réalisé par Gus Vincent marque cependant les esprits. En reproduisant presque plan par plan le film d'Hitchcock, le réalisateur montre malgré lui ce qu'il ne faut pas faire. Le public ne veut pas revoir exactement le même film, il veut une nouvelle interprétation. C'est précisément cette philosophie qui va guider le futur remake de Massacre à la tronçonneuse. À cette époque, Michael Bay sort tout juste de gigantesques productions comme Armageddon. Il pourrait continuer à enchaîner les blockbusters, mais il a une autre idée en tête. Avec Brad Fuller et Andrew Form, ils fondent une nouvelle société de production, Platinum Dunes. Leur ambition est simple, produire des films d'horreur à budget raisonnable, laisser davantage de liberté aux réalisateurs et donner vie à des classiques oubliés. Très vite, un titre s'impose comme une évidence, Massacre à la tronçonneuse. Et ce choix est loin d'être anodin. Michael Bay raconte qu'il avait découvert le film original lorsqu'il était enfant sur une VHS chez sa mère. Cette expérience l'avait profondément marqué. Lorsqu'il apprend que les droits sont redevenus disponibles, il saute immédiatement sur l'occasion. Mais récupérer ces droits est loin d'être une formalité. Les négociations durent plusieurs mois et il faut convaincre notamment Tobe Hooper, Kim Henkel et Robert Kuhn. Finalement, après de longues discussions, le contrat est signé le 28 mai 2002. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer avec le nom de Michael Bay, le remake ne bénéficie pas d'un budget colossal. Au contraire, Platinum Dunes refuse de jouer dans la cour des grosses productions hollywoodiennes. Le film est financé à hauteur d'environ 9,5 millions de dollars seulement. Michael Bay explique même qu'avant que le scénario ne soit totalement terminé, ils avaient déjà sécurisé une grande partie du financement grâce aux ventes internationales. Cette situation enlève une énorme pression au futur réalisateur qui peut se concentrer davantage sur son film que sur les résultats du box-office. Une fois les droits obtenus, reste une question essentielle, comment refaire un chef-d'œuvre sans le trahir? Pour écrire le scénario, plusieurs auteurs sont mis en concurrence. Le choix se porte finalement sur Scott Kozar. À l'époque, il est quasiment inconnu, aucun de ses scénarios n'a encore été porté à l'écran. Même The Machinist, qu'il a pourtant écrit plusieurs années auparavant, dort encore dans les tiroirs des studios. Michael Bay lui fixe immédiatement plusieurs règles. Il ne veut pas d'un copier-coller du film de 1974, il veut un film plus réaliste, plus brutal, plus viscéral et surtout presque totalement dépourvu d'humour. Selon B, ce qui pouvait sembler dérangeant dans les années 70 risquait de provoquer des rires involontaires auprès du public des années 2000. Scott Kozar comprend rapidement que rivaliser avec le film original est impossible. Selon lui, la réussite du long métrage de Tobe Hooper tient autant à ce contexte de création qu'à son scénario. Il parle même d'un véritable alignement de planètes impossible à reproduire. Il décide donc de ne pas copier le film, mais d'en retrouver l'esprit. Sa première version est pourtant beaucoup plus radicale que celle que nous connaissons aujourd'hui. Erin, l'héroïne, devait être enceinte de plusieurs mois. Toute sa volonté de survivre reposait sur son instinct maternel, et surtout, personne ne devait survivre. Scott Kozar explique qu'à ses yeux, c'était la meilleure manière d'être fidèle au nihilisme du film original. Mais Michael Bay refuse catégoriquement. Il juge cette version beaucoup trop extrême pour un film destiné à sortir en salle. Le scénariste est donc obligé de revoir entièrement sa copie. Même après cette première réécriture, Erin reste enceinte dans certaines versions du scénario. Marcus Nispel estime cependant que cette intrigue détourne l'attention de l'essentiel. Avec Michael Bay, il décide donc de supprimer toutes les références à cette grossesse. Au final, il n'en restera pratiquement plus aucune dans le film. Cette intervention montre déjà une chose importante, contrairement à ce que certains imaginent, Michael Bay ne se contente pas de financer le projet, il suit chaque étape de près et n'hésite pas à imposer certaines décisions lorsqu'il estime qu'elles servent mieux le film. Mais une fois le scénario bien avancé, une autre question se pose, qui pourrait avoir les épaules suffisamment solides pour remettre au goût du jour un monument du cinéma d'horreur? Plusieurs noms circulent, Michael Bay envisage même pendant un temps de réaliser le film lui-même. Jonathan Liebesman est également évoqué. Finalement, Bay décide de prendre tout le monde à contre-pied et son choix se porte sur Marcus Nispel. À l'époque, le réalisateur n'a encore jamais signé de long métrage, en revanche il possède une immense expérience dans le monde du clip musical et de la publicité. Il a notamment travaillé avec George Michael, Mylène Farmer, Etienne Dao, mais aussi pour de grandes marques comme Audi, Mercedes ou Burger King. Autant dire qu'il maîtrise parfaitement l'image.
Pourtant, lorsqu'on lui propose le projet, sa première réaction est de refuser. Pour Marcus Nispel, Massacre à la tronçonneuse est tout simplement intouchable. Il considère le film de Tobe Hooper comme un chef-d'œuvre et estime qu'un remake risque forcément de décevoir. Mais au fil des discussions avec Michael Bay, son regard évolue. Bay ne lui demande pas de reproduire le film de 1974, au contraire, il souhaite retrouver ce que le premier film faisait ressentir au spectateur, tout en proposant une œuvre adaptée aux années 2000. C'est cette liberté artistique qui finit par convaincre Nispel d'accepter. Le réalisateur arrive alors à sa première réunion avec une impressionnante collection d'images découpées dans des magazines, des catalogues, des livres et des photographies. Il ne parle quasiment pas du scénario, il parle surtout d'ambiance. Il explique vouloir retrouver la sensation du premier film. Pas seulement son esthétique, mais surtout son réalisme. Selon lui, Massacre à la tronçonneuse possède quelque chose d'unique. On a presque l'impression de regarder un documentaire, une œuvre tournée au mauvais endroit, au mauvais moment, comme si une caméra avait capturé des événements réels. Il va même jusqu'à comparer cette sensation à celle d'un snuff movie, non pas parce que le film montre une violence extrême, mais parce qu'il donne constamment l'impression que tout est vrai. Pour lui, les suites avaient complètement perdu cette qualité. Son objectif est donc de revenir à une horreur sale, organique, presque poussiéreuse. Pour construire cette identité visuelle, Marcus Nispel bénéficie d'un atout exceptionnel, Daniel Pearl. Son nom ne parle peut-être pas au grand public, mais il avait déjà été le directeur de la photographie du film original de 1974. Son retour sur le remake n'a donc rien d'anodin. Marcus Nispel raconte qu'il avait parfois l'impression d'avoir un deuxième réalisateur à ses côtés. Pearl lui explique comment il avait obtenu cette lumière brûlante du Texas, ses contrastes très naturels et cette sensation d'étouffement permanente. Tous les deux décident alors de s'éloigner de l'image très propre que proposent beaucoup de films d'horreur modernes. Ils veulent retrouver une photographie plus brute, plus imparfaite, comme si la caméra était elle-même plongée au cœur de la poussière et de la chaleur texane. Même Michael Bay insiste sur ce point. Il refuse une image trop lisse. Il souhaite retrouver le grain des pellicules des années 70 et cette impression de saleté permanente. Pendant ce temps, Scott Cozart continue de modifier son scénario. Certaines scènes disparaissent totalement. Par exemple, il souhaitait initialement reprendre le célèbre repas familial du film original. Marcus Nispel s'y oppose. Selon lui, cette scène appartient à Tobe Hooper. La refaire serait inutile. Il préfère développer d'autres aspects de la famille Hewitt et proposer sa propre vision plutôt que de copier les passages les plus emblématiques. Michael Bay intervient également à plusieurs reprises. À un moment, une scène prévoit que Leatherface tue le jeune Jedediah à la tronçonneuse. Le producteur refuse immédiatement. Même pour un film d'horreur aussi violent, il estime que cette scène franchit une limite que le public n'accepterait pas. Elle est donc abandonnée. Mais le changement le plus important concerne directement Leatherface. Marcus Nispel ne veut plus seulement en faire un géant terrifiant, il souhaite lui donner une explication à son apparence. Dans cette nouvelle version, Leatherface souffre depuis l'enfant d'une grave maladie de peau. Son visage est déformé, ce qui explique pourquoi il fabrique et porte constamment des masques confectionnés avec la peau de ses victimes. Cette idée apporte une dimension presque tragique au personnage. Elle ne cherche pas à excuser ses crimes, mais à lui donner une histoire et une logique que le film original ne développait jamais. C'est d'ailleurs l'une des différences majeures entre les deux versions. Là où Tobe Hooper entretenait volontairement le mystère autour de Leatherface, Marcus Nispel choisit d'explorer davantage ses origines et sa psychologie. Cette approche illustre parfaitement la philosophie du remake, ne pas reproduire le classique de 1974, mais proposer une nouvelle lecture du personnage et de son univers. Une fois la vision artistique définie, il reste une étape cruciale, trouver les acteurs capables de donner vie à cette nouvelle version de Massacre à la tronçonneuse. Et là encore, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Le rôle le plus important est évidemment celui de Leatherface, plusieurs pistes sont envisagées, le nom de Dolph Lundgren est évoqué à un moment, les producteurs tentent également de convaincre Gunnar Hansen, l'interprète du mythique Leatherface de 1974, de participer au projet, mais les discussions n'aboutissent jamais. Marcus Nispel choisit alors Brett Wagner. Imposant physiquement, il semble parfait pour le rôle. Pourtant, le tournage tourne rapidement au cauchemar. Dès les premiers jours, Wagner souffre énormément de la chaleur écrasante du Texas, entre les températures élevées, le costume particulièrement lourd et le masque qui rend la respiration difficile, les conditions deviennent rapidement intenables. L'acteur est même hospitalisé. Très vite, les tensions montent avec la production. Michael Bay prend alors une décision radicale, remplacer immédiatement son Leatherface. C'est là qu'entre en scène Andrew Bryniarski. Michael Bay le connaît déjà puisqu'il avait travaillé avec lui sur Pearl Harbor. Lorsqu'il apprend que le rôle est vacant, Bryniarski saute dans un avion en direction d'Austin. À son arrivée, il se présente à Marcus Nispel avec une phrase devenue célèbre: Ne t'inquiète pas,
Je suis né pour porter ce masque, une déclaration qui résume parfaitement son enthousiasme. Mais très vite, lui aussi découvre la difficulté du rôle. Pour donner à Leatherface une silhouette encore plus imposante, il décide de prendre plusieurs kilos avant le tournage. Les costumiers ajoutent ensuite d'importants rembourrages sous ses vêtements afin de le rendre encore plus massif. Résultat, certaines journées de tournage deviennent de véritables épreuves physiques. Le masque en silicone retient la chaleur, limite énormément sa respiration et réduit fortement sa vision. À cela s'ajoute le soleil du Texas qui transforme littéralement le costume en fournaise. Comme si cela ne suffisait pas, la tronçonneuse utilisée à l'écran est une véritable machine. Même si la chaîne est adaptée pour éviter les accidents, le moteur produit des fumées qui irritent constamment la gorge de l'acteur. Prignarsky raconte qu'à la fin de certaines journées, il était complètement vidé. Mais paradoxalement, cette souffrance physique contribue énormément au résultat final. Sa manière de marcher, sa respiration lourde et son apparence massive donnent au personnage une présence particulièrement impressionnante. Pendant ce temps, les producteurs cherchent également leur héroïne. Ils souhaitent éviter de choisir une immense star hollywoodienne. Leur idée est que le public s'attache au personnage plutôt qu'au prestige des acteurs. De nombreuses jeunes comédiennes passent les auditions. Parmi les noms évoqués figurent Jessica Alba ou encore Kirsten Dunst que tu avais pu voir dans Virgin Suicide ou dans Spider-Man. Mais c'est finalement Jessica Biel qui est choisie. À cette époque, elle est principalement connue grâce à la série 7 à la maison. Son image est celle d'une jeune actrice assez sage, loin de l'univers particulièrement violent de Massacre à la tronçonneuse. Pour elle, ce film représente une occasion unique de casser cette étiquette. Elle raconte d'ailleurs qu'elle admirait déjà le film original avant même de passer les auditions. Selon Michael Bay, son physique a évidemment attiré l'attention, mais ce n'est pas ce qui lui a permis d'obtenir le rôle. Ce qui convainc réellement les producteurs, c'est sa capacité à rendre Erin crédible. Il ne cherche pas une héroïne invincible, mais une jeune femme ordinaire confrontée à une situation totalement inimaginable. Et cette volonté de réalisme se retrouve dans tout le casting. Les personnages ressemblent davantage à de vrais jeunes adultes qu'aux archétypes habituels des films d'horreur du début des années 2000. Cette recherche d'authenticité ne s'arrête d'ailleurs pas au choix des acteurs. Marcus Nispel demande à chacun d'oublier les codes traditionnels du slasher. Il ne veut pas de réactions exagérées ni de cris artificiels. Il pousse constamment les comédiens à imaginer comment une personne réelle réagirait si elle tombait face à un tueur comme Leatherface. Le réalisateur répète souvent que son objectif n'est pas de faire peur grâce aux effets spéciaux ou aux litres de faux sang. Il veut que le spectateur ait le sentiment que tout pourrait réellement arriver. C'est finalement cette philosophie qui va guider l'ensemble du tournage. Derrière les scènes les plus spectaculaires se cache en réalité une volonté permanente de rendre cet univers crédible, sale, oppressant et profondément réaliste. Et c'est probablement ce qui explique pourquoi, plus de 20 ans après sa sortie, le remake de Marcus Nispel continue d'être considéré par beaucoup comme l'un des rares remakes ayant réussi à respecter l'esprit du film original tout en proposant une véritable identité. Une fois le casting bouclé, Marcus Nispel n'a plus qu'un objectif, faire oublier au spectateur qu'il regarde un film. Pour y parvenir, il adopte une méthode assez inhabituelle. 2 semaines avant le premier jour de tournage, les 5 jeunes acteurs sont réunis au Texas. Mais il ne s'agit pas de répétitions classiques, Marcus Nispel leur demande simplement de vivre ensemble. Ils passent leur journée à discuter, manger, sortir et apprendre à se connaître. Le réalisateur veut créer de véritables liens d'amitié entre eux afin que lorsque le cauchemar commencera, leurs réactions paraissent naturelles. Eric Balfour raconte que cette période leur a permis d'oublier qu'ils étaient des acteurs. Ils étaient devenus une vraie bande de copains. Cette recherche de réalisme concerne également Jessica Biel. Contrairement à beaucoup d'héroïnes de slasher du début des années 2000, Erin ne devait jamais être réduite à une simple bimbo poursuivie en petite tenue. Jessica Biel explique que Marcus Nispel voulait une femme forte, crédible, capable de prendre des décisions et de se battre pour survivre. Même sa façon de courir est travaillée. Le réalisateur refuse les ralentis glamour ou les poses exagérées popularisées par d'autres productions. Il veut une course désordonnée, haletante, dictée uniquement par la peur. Pour Jessica Biel, cette approche est presque une libération. Habituée au maquillage sophistiqué, elle découvre ici l'exact opposé. On la couvre volontairement de poussière, de sueur, de boue et de petites blessures. À la fin du tournage, elle perd presque complètement sa voix à force de hurler. Ses yeux sont constamment irrités par les larmes et la fatigue. Certaines scènes deviennent même particulièrement éprouvantes. Jessica Biel est par exemple végétarienne. Pourtant, elle doit tourner plusieurs jours dans un véritable abattoir entouré de carcasses de porc suspendues. Elle racontera plus tard qu'il s'agit de l'une des expériences les plus difficiles de toute sa carrière, autant physiquement qu'émotionnellement. Marcus Nispel assume totalement cette exigence. Selon lui, cette fatigue réelle transparaît à l'écran et participe à la crédibilité du film. Même les costumes suivent cette logique. À Hollywood, les acteurs sont souvent nettoyés et maquillés entre chaque prise. Ici, c'est l'inverse. Marcus Nispel insiste pour que les vêtements restent sales, trempés de sueur et couverts de poussière. Les producteurs sont d'abord réticents. Michael Bay préfère que ses acteurs restent plus présentables. Mais le directeur de la photographie, Daniel Pearl, soutient Marcus Nispel. Sous les 40 degrés texans, il est parfaitement logique que les personnages soient sales, transpirants et épuisés. Et visuellement, cela fonctionne beaucoup mieux.
Pendant ce temps, la famille Hewitt continue de prendre forme. Le personnage du shérif Hoyt devient rapidement l'un des éléments les plus marquants du scénario. À l'origine, Scott Cozart craignait même qu'il fasse de l'ombre à Leatherface. Mais lorsqu'il propose le rôle de Lee Hermé, l'inoubliable sergent instructeur de Full Metal Jacket, tout le monde comprend immédiatement qu'il tient quelque chose d'exceptionnel. Le comédien accepte, à une condition, pouvoir écrire lui-même une grande partie de ses dialogues. Marcus Nispel lui laisse une liberté presque totale. Très souvent, une fois la scène écrite terminée, le réalisateur relance simplement la caméra et demande à Hermé d'improviser. C'est ainsi que naissent plusieurs des répliques les plus mémorables du film. L'acteur adore interpréter ce personnage sadique, manipulateur et profondément dérangé. Il dira même qu'il s'agit de l'un de ses rôles préférés. Sur le plateau, son énergie impressionne toute l'équipe. Les jeunes acteurs racontent qu'ils passaient sans effort d'un homme chaleureux entre les prises à un véritable monstre dès que la caméra tournait. Cette transformation participait elle aussi à rendre l'atmosphère oppressante. Et comme si tout cela ne suffisait pas, les conditions météorologiques rendent l'expérience encore plus difficile. Le tournage dure 39 jours entre juillet et septembre 2002 au Texas. Les équipes alternent entre des chaleurs étouffantes dépassant parfois les 40 degrés, des pluies torrentielles, de la boue jusqu'aux chevilles et des nuits entières passées dans des décors humides. Marcus Nispel reconnaît que ces conditions ont épuisé tout le monde, mais il estime également qu'elles ont donné au film une authenticité impossible à reproduire en studio. Finalement, tout le monde souffre, mais cette souffrance devient l'une des plus grandes forces du remake. Chaque acteur semble réellement exténué. Chaque vêtement paraît avoir traversé l'enfer, et c'est précisément ce réalisme qui donnera au Massacre à la tronçonneuse de 2003 cette identité si brutale et si viscérale qui le distingue encore aujourd'hui de la plupart des remakes horrifiques des années 2000. Si Massacre à la tronçonneuse impressionne autant à l'écran, c'est aussi parce qu'il a été réalisé avec des moyens finalement assez modestes. Le budget tourne autour de 9 millions de dollars, loin des grosses productions hollywoodiennes de l'époque. Chaque dépense est surveillée. Jessica Biel et Early Armé touchent chacun environ 150 000 dollars. Les effets spéciaux sont limités au strict nécessaire. Même les costumes deviennent un sujet d'économie. Le budget est si serré que Jessica Biel porte presque exclusivement le même débardeur blanc pendant tout le film. Mais cette contrainte va finalement participer à l'identité visuelle du remake. Pour limiter les coûts, la production regroupe 25 décors différents dans un rayon d'une heure autour d'Austin, au Texas. Le choix de tourner sur place, malgré une météo éprouvante, coûte finalement moins cher qu'un tournage en Californie, tout en apportant une authenticité impossible à recréer en studio. La célèbre maison des Hewitt est d'ailleurs une véritable demeure construite au 19e siècle. Marcus Nispel explique qu'elle lui donnait l'impression d'entrer littéralement dans le ventre de la bête. Autre décision importante, tourner une grande partie du film dans l'ordre chronologique, une méthode rarement utilisée à Hollywood, mais que Michael Bay recommande fortement. Les acteurs peuvent ainsi suivre naturellement l'évolution psychologique de leurs personnages. Cette approche permet également à Marcus Nispel de convaincre progressivement les producteurs qu'il maîtrise parfaitement son projet. Une confiance qui lui laisse davantage de liberté, même si Michael Bay reste parfois plus réservé. Le réalisateur souhaite notamment montrer davantage de violence que le film original de Tobe Hooper. Marcus Nispel rappelle d'ailleurs qu'en revoyant le classique de 1974, il avait été surpris par la quantité finalement très limitée de sang visible à l'écran. 30 ans plus tard, les attentes du public ont changé. Il décide donc d'aller beaucoup plus loin. La mort de Morgan traversée par la tronçonneuse devait à l'origine être beaucoup plus graphique, avec des entrailles se répandant au sol. Ces images seront finalement retirées afin d'obtenir une classification restricted plutôt qu'une interdiction plus sévère, permettant au film de toucher un public plus large. Et ce choix va s'avérer payant. Le 17 octobre 2003, Massacre à la tronçonneuse sort dans plus de 3000 salles américaines. Personne n'imagine réellement le phénomène qui s'apprête à naître. Même les producteurs restent prudents. Pourtant, dès les avant-premières, les réactions du public sont extrêmement positives. Le bouche à oreille fonctionne immédiatement. Le film récolte près de 80 millions de dollars rien qu'aux États-Unis, auxquels s'ajoutent plusieurs dizaines de millions à l'international. À ce moment-là, aucun autre film de la saga Massacre à la tronçonneuse n'avait rencontré un tel succès commercial. Les critiques, elles aussi, se montrent moins sévères qu'attendues. Si certains reprochent au film son approche plus spectaculaire, beaucoup reconnaissent que Marcus Nispel n'a pas cherché à copier Tobe Hooper. Il propose sa propre vision. Et le principal intéressé, Tobe Hooper lui-même, valide cette démarche. Il qualifiera le remake de très bon film d'horreur, expliquant que Marcus Nispel avait su raconter cette histoire avec son propre regard plutôt que d'imiter l'original. Le succès est tel que Platinum Dunes lance rapidement une préquelle, Massacre à la tronçonneuse, le commencement. Et ce remake marque surtout le début d'une véritable vague de relecture des grands classiques de l'horreur. Dans les années qui suivent, arrivent notamment Amityville, La colline à des yeux, Fog, Halloween, Le bal de l'horreur, Meurtre à la Saint-Valentin, The Hitcher, Vendredi 13 et Griffes de la nuit, Maniac ou encore Evil Dead. Le film de Marcus Nispel a prouvé qu'un remake pouvait être rentable tout en proposant une véritable identité. Plus de 20 ans après sa sortie, cette version de Massacre à la tronçonneuse reste encore aujourd'hui l'un des remakes horrifiques les plus respectés des années 2000. Non pas parce qu'elle remplace l'œuvre de Tobe Hooper, mais parce qu'elle a compris qu'un remake ne doit jamais chercher à reproduire
un classique. Il doit trouver sa propre voie, et c'est précisément ce que Marcus Nispel est parvenu à accomplir. Pour terminer, j'aimerais partager mon ressenti personnel. J'ai découvert Massacre à la tronçonneuse version 2003 bien avant de voir le film original de Tobe Hooper, et je dois dire que ce remake reste encore aujourd'hui l'un de mes films d'horreur préférés. Ce qui me plaît, c'est justement qu'il ne cherche jamais à refaire le film de 1974 plan par plan. Marcus Nispel raconte la même histoire, mais avec une identité qui lui est propre. Son esthétique est beaucoup plus poisseuse, plus poussiéreuse, presque suffocante. On ressent constamment la chaleur écrasante du Texas, les personnages transpirent, sont couverts de poussière, semblent épuisés. Cette chaleur devient presque un personnage à part entière et renforce cette sensation de malaise permanent. J'apprécie également énormément le casting. Jessica Biel livre une excellente performance, Andrew Bryniarski compose un Leatherface terrifiant, mais celui qui me marque le plus reste R. Lee Ermey dans le rôle du shérif Hoyt. Son interprétation est glaçante, il n'a pas besoin d'une tronçonneuse pour inspirer la peur, chacune de ses apparitions crée une véritable sentiment d'oppression. Là où le film original misait avant tout sur le choc psychologique et la suggestion, le remake assume une violence plus frontale sans pour autant sacrifier son atmosphère. Il est brutal, oppressant, dérangeant, et je trouve que tout fonctionne remarquablement bien. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi, même après avoir découvert le classique de Tobe Hooper, ma préférence est toujours restée du côté du remake de 2003. Non parce qu'il est objectivement meilleur, mais parce que son ambiance, sa mise en scène et son interprétation me parlent davantage. Pour moi, c'est tout simplement l'un des meilleurs films d'horreur des années 2000, et même l'un des meilleurs films d'horreur que j'ai vus. Après, peut-être que le fait que j'ai découvert le remake avant l'original a fait que ça change. Je suis persuadé que les périodes auxquelles on découvre un film, l'ordre dans lesquels on découvre les films qui peuvent s'intégrer dans une saga, jouent. Et c'est vrai que moi j'ai grandi avec ce Massacre à la tronçonneuse de 2003, et pour moi c'est celui-là qui est iconique. Celui de Tom Hooper, j'ai pas réussi à adhérer, l'ambiance était différente, c'est pas la même chose. Donc du coup, c'est pour ça que mon choix se porte sur ce remake. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Bonnes vacances à toi!